Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Dans ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Roulant électrique qui vise à sensibiliser et à promouvoir les véhicules électriques. Cette campagne est coordonnée par Équiterre et rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Aujourd'hui, pour nous parler de l'électrification des camions lourds, nous avons Charles Trudel, qui est chef de groupe application technologique, puis juste à côté, Mathieu Chevigny, analyste d'application, donc qui va nous parler en fait des retours du projet flotte rechargeable, camions lourds. Et on a pas mal de sujets à couvrir, je vous laisse la parole. Puis si jamais vous avez des questions, en fait, vous pouvez écrire dans le QR situé en bas de votre écran. Oui, bien. Génial. Merci, Jade. Bon webinaire tout le monde. On espère que ça va être pertinent pour vous. On espère que vous allez trouver des petites pièces de contenu qui vous permettront de mettre des camions lourds électriques en service dans vos flottes, dans vos parcs de véhicules. Donc, on vous parle de l'électrification des camions lourds, les clés du succès pour un déploiement au Québec. En fait, c'est les conclusions du projet flotte rechargeable camions lourds de l'IVI. Donc, on s'est déjà présenté. Charles, Mathieu. Mathieu, dis un peu ce que tu as fait sur le Ouais. projet pour situer Je les suis gens. analyste d'application pour Livy. Je travaille sur le projet flotte rechargeable. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui là, pour vous présenter les résultats avec Charles. De mon côté, j'ai coordonné le projet pendant les 3 dernières années et demie environ. Là, c'est un projet qui arrive à sa toute fin. Là, on va en parler un peu. Donc, merci tout d'abord à la campagne Roulant électrique d'Équiterre. Comme Jade a mentionné, c'est financé par le gouvernement du Québec. Ça s'inscrit dans le cadre du plan pour économie verte 2030. Je commence en disant qu'aujourd'hui, on est deux pour vous présenter les conclusions du projet, mais que dans le projet, déjà à l'interne, on est beaucoup plus. On a été 5 là, au moment où on était le plus nombreux à travailler sur ce projet. Et dès qu'on a reçu notre financement du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est allé chercher des partenariats solides avec l'industrie. Donc, le bailleur de fonds, évidemment, principal, c'est le gouvernement du Québec, comme j'ai mentionné. Il y a Hydro-Québec qui est un contributeur financier dans notre projet. Et on est allé faire des alliances avec tous les manufacturiers qui offrent des camions lourds électriques au Canada. Qui on est, l'IVI, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les camions lourds électriques, vous donner un petit peu de contexte sur qui est l'Institut du véhicule innovant. Pourquoi? Ben, parce que ça va vous donner un petit peu plus ça va vous permettre de mieux comprendre l'angle dans lequel s'inscrit le projet. C'est un projet de démonstration et sensibilisation et ça va justifier un peu pourquoi c'est nous qui avons pris ce beau mandat. Donc, on est un organisme à but non lucratif, un centre d'innovation et de recherche appliquée, affilié au Cégep de Saint-Jérôme. On est un CCTT. On se trouve présentement, Mathieu et moi, dans la belle bâtisse là, qu'on occupe à Saint-Jérôme. Notre mission, c'est très intéressant, c'est particulièrement amusant de travailler à l'UVI parce que le but, c'est d'aider les entreprises à intégrer des nouvelles technologies, à concevoir des nouvelles technologies. On fait de la recherche et développement, on crée des nouveaux véhicules, des nouveaux prototypes, des nouvelles idées, des nouveaux produits qui vont naître ici ou ailleurs. Et on permet aussi aux entreprises de mieux adopter toutes les innovations dans le transport. Donc, notre expertise vient beaucoup du domaine du véhicule électrique, mais notre mission est plus large que ça. C'est toutes sortes d'innovations dans plusieurs domaines du transport qui rendent le transport plus vert, plus sécuritaire ou plus efficace. On est un CCTT, comme j'ai mentionné. On a aussi le statut équivalent au niveau fédéral. On est un centre d'accès à la technologie et un centre de recherche accrédité par le CRSNG. Nos spécialisations, ça fait plus que 25 ans qu'on est dans ces domaines-là, c'est les véhicules électriques, les véhicules autonomes et les véhicules connectés. On a 4 pôles d'expertise. On a une équipe de génie logiciel, génie électrique, génie mécanique et on a mon équipe qui s'occupe de mettre des technologies émergentes ou nouvelles dans des nouvelles applications. Comme ce projet-ci, flotte rechargeable camion lourd qui vise à favoriser l'adoption des camions lourds électriques en contexte québécois. Les diapos datent un peu, là, on est plus autour de 45, beaucoup plus que 200 projets réalisés, que 500, excusez, et plus de 200 partenaires. Ça fait plus que 25 ans que ça existe, l'Institut du véhicule innovant, sous différents noms. Ça s'appelle IVI depuis 2015. La majorité des entreprises qui sont dans le domaine du véhicule au Québec, du véhicule ou des accessoires ou de la conversion ou bref, tout ce qui est un peu afférent à l'innovation dans le transport routier, hors route, ferroviaire, naval, on a fait un peu de tout, aéronautique. La majorité de ces gens-là sont clients chez nous ou ont été clients chez nous dans les 2 dernières décennies et demie. Donc, vous connaissez probablement la grande majorité de nos clients. Vous pouvez aller voir sur notre site web. Pour quelques exemples de projets, là, on a un petit portfolio qu'on montre en ligne.
Pourquoi on a mis sur pied un projet de démonstration de camions lourds électriques? Parce que on voyait qu'il y avait un besoin au niveau des gestionnaires d'essayer des camions électriques dans des conditions réelles, mais en minimisant également leurs risques. Donc, ils voulaient avoir accès à des camions dans leur milieu d'opération, mais de façon à diminuer les coûts, donc de façon gratuite. Également, ils voulaient avoir accès à la borne. Donc, c'est ce que le projet proposait aux participants. Également, on était une source d'information crédible et impartiale. Donc, l'information venait pas d'une marque, d'un concessionnaire. Ça permettait vraiment d'amener l'information par la bande, là, mais d'une façon impartiale. Donc, on a divisé le projet en trois phases qu'on a appelées sans grande originalité, phase 1, 2, 3. La phase 1, c'était la phase d'information. C'est là qu'on a informé le plus grand nombre de personnes. En fait, on a eu 86 transporteurs, là, pour être exact. On a organisé un événement à Québec dans un centre de formation pour les chauffeurs de camions lourds et un à Mirabel. Ça a été deux super belles journées où on a été sold out. Il a même fallu qu'on refuse des gens, là, tellement qu'on était nombreux, tellement qu'il y avait d'intéressés. Pourquoi? Ben, parce les gestionnaires de flotte ou les chauffeurs pouvaient venir sur une piste d'essai, essayer les camions lourds électriques. C'était la première fois au Canada où tous les modèles étaient réunis au même endroit, au même moment. Et on donnait des séances d'information de 25 à 35 minutes là, sur différents sujets précis afférents aux camions lourds. Les prix, les bornes, la recharge, euh, les bénéfices environnementaux, comment adapter ses opérations. Donc, c'était comme des journées un peu de cours là, à propos des camions électriques. Ensuite de ça, on est parti dans une phase d'analyse qu'on a appelée la phase 2, où est-ce qu'on a instrumenté trois camions diesel dans chacune des flottes participantes à cette phase-là. Il y en a eu 20, donc au total, on a eu 60 camions diesel. On les a instrumentés pour recueillir toutes sortes de données 24/7 pendant 3 mois pour chacun des camions. Donc Mathieu va vous les présenter à la prochaine diapo. Il y a énormément de données. À partir de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un algorithme qui a permis de calculer si chacun des trajets qui ont eu lieu sur des camions diesel avaient eu lieu en camion électrique, qu'est-ce qui arriverait, combien d'énergie ça aurait eu besoin, quelle taille de batterie les flottes auraient eu besoin d'acheter, quelle taille de borne, à quels endroits, est-ce que ce serait rentable, est-ce que ça serait propre, bref, répondre à toutes les questions des gestionnaires de flotte via une étape donc de modélisation. Et en dernier, on a prêté des camions lourds électriques pour des durées de 1 mois avec une borne de recharge à des flottes qui n'avaient jamais eu de contact avec les camions électriques auparavant, dans le but d'aller documenter ce premier contact-là dans les opérations réelles pendant 1 mois, faire des vraies routes avec et, en bout de ligne, informer le restant de l'industrie. Chacune de nos activités, chacun de nos rapports est public sur notre site web. Donc, le but, c'est vraiment de permettre à l'industrie de collectivement se faire une meilleure idée à propos des camions lourds électriques et de leur capacité actuelle. Aujourd'hui, c'est les conclusions de tout ça qu'on vous montre. On va commencer donc par les résultats qui découlent de la phase 2 où on a modélisé des données à partir des camions diesel. Donc, je vais vous parler de vraies données à partir de maintenant. Donc, comme vous voyez à l'écran, la carte, vous voyez des trajets en bleu. Tous les trajets en bleu que vous voyez à l'écran, c'est des trajets qui ont été parcourus par des camions qu'on a instrumentés durant la phase 2 du projet, donc des camions diesel. Donc, c'est plus de 800 000 kilomètres qui ont été parcourus avec ces camions-là à travers nos 20 participants, donc les 60 camions qu'on avait instrumentés. Ce que ça nous a permis de faire, c'est de récolter beaucoup de données. Donc, quelles données qu'on a récoltées? On a récolté les distances, les vitesses et les accélérations, le dénivelé parcouru par les camions, le nombre d'heures passées au dépôt de chaque entreprise, les chargements. Donc, on est vraiment allé prendre la masse totale du camion en mouvement pour voir l'impact de chaque variable sur la consommation du camion. Donc, également les consommations énergétiques, les températures et on a calculé les points d'équivalence environnementale et monétaire à partir de ces données-là. Donc, quelques exemples de données. Ici, on voit la médiane des camions porteurs et des camions tracteurs de notre essai. Donc, bon, on voit qu'il y a une certaine différence, on peut s'en attendre, là. Mais je veux attirer votre attention sur les informations à droite. Donc, pour faire partie de la phase 2, c'est quoi nos critères? Fallait que ce soit des camions de classe 6 à 8. Fallait qu'ils partent dans un rayon de 160 km et moins de leur dépôt et qu'ils retournent à la base à chaque jour pour bénéficier de la recharge. Ce qu'on voit également avec les distances sur la diapo, c'est qu'en restant dans un rayon de 160 km, quand même possible de parcourir une grande distance. On va en reparler tantôt. Pour les consommations de diesel, on a vu que les porteurs avaient une moyenne de 30 litres au 100 et les tracteurs une moyenne de 44 litres au 100. Donc, il faut prendre en compte que pour chaque litre de diesel consommé, un camion émet environ 2,7 kg de CO2. Donc, si notre tracteur moyen consommait 44 litres au 100 et effectuait 75 000 km par année, c'est 89 tonnes de CO2 par année qui étaient émis par ce camion-là. Donc, c'est l'équivalent d'environ l'émission à l'exhaust de 19 véhicules. Donc, c'est pas négligeable.
Ensuite, on a fait des scénarios typiques pour chaque entreprise. Donc, on est vraiment allé voir c'était quoi leurs opérations. Si on a synthétisé les 5 scénarios, vraiment les plus typiques du projet. Je vais porter votre attention sur les petits carrés en bleu poudre dans le bas qui étaient les consommations moyennes pour chaque type de scénario. Ce qu'on voit, la consommation en kilowattheure au 100 km, c'est l'équivalent du litre au 100 là, dans le diesel. C'est qu'elle est très variable dépendamment du scénario. Donc, on peut pas juste dire, j'ai un porteur, je vais aller regarder la consommation moyenne par le fabricant et c'est ça notre consommation. Consommation va vraiment dépendre de est-ce que je fais de l'autoroute, est-ce que je fais de la ville, est-ce que je suis chargé léger, est-ce que je suis chargé lourd et ça va vraiment varier. Donc, on voulait mettre l'emphase sur passer ce message-là également. Avec l'analyse des 60 camions du projet, vous allez voir, vous allez pouvoir consulter nos rapports qui sont sur le site web, qui sont accessibles, qui sont gratuits, euh, pour avoir les détails fins là, sur chacun des camions, chacune des entreprises. Mais ce que ça dit, grosso modo, quand on met les 60 côte à côte, ben, c'est cette diapo-là. Finalement, chez qui, pour quel camion l'électrification était envisageable facilement, donc un feu vert, moyennement facilement avec des petites adaptations requises, c'est donc un feu jaune ou encore c'est pas envisageable du tout, c'est un feu rouge. Ben, voici les proportions. On a 27% de notre échantillon de 60 camions qui est facilement électrifiable pour les camions tracteurs et on a 56% pour les camions porteurs. Pour être en mesure de dire que c'est facilement électrifiable, on a été très, très, très sévère. Il a fallu qu'on puisse virtuellement changer le camion diesel pour un électrique en pleine nuit sans le dire au chauffeur. Puis il ferait la même chose le lendemain, il ferait les mêmes trajets, les mêmes arrêts, les mêmes durées de déplacement, les mêmes durées d'arrêt, tout pareil. Et ça serait fonctionnel. La recharge ne poserait pas de problème, ça serait rentable, ça serait propre. Il y a une batterie qui est disponible pour faire cette application-là aujourd'hui en termes de taille, là. C'est donc compatible avec l'offre actuelle. Et donc, c'est ces proportions-là qu'on a. Ensuite, en jaune, c'est quand il y a des petites adaptations qui sont requises. Et là, je mettrais l'emphase sur le fait que les adaptations qu'on a listées ici, on a attendu que les flottes nous les proposent parce qu'on ne voulait pas avoir l'air de proposer des adaptations qui sont mal adaptées aux opérations chez les transporteurs. Donc, toutes ces options-là, c'est des choses que certains de nos participants auraient été prêts ou seraient prêts dans le futur à mettre en place pour être capable de déployer des camions électriques. Et quand c'est un feu rouge, c'est carrément que la batterie qui serait requise est trop grosse par rapport aux capacités actuelles ou le camion tire un chargement qui est trop pesant par rapport aux capacités des camions électriques actuels ou c'est pas rentable ou bref, d'autres scénarios qui faisaient en sorte que c'était des adaptations majeures qui auraient été requises. Ici, on a fait un petit résumé de nos participants, ceux chez lesquels il y avait, dans les applications dans lesquelles il y avait plus de tendance de feu vert, jaune ou rouge. Dans l'ensemble, marchandises sèches et route pendulaire. Route pendulaire, c'est des petits trajets courts là, du point A au point B qu'on voit souvent dans une journée, là. Il y en a qui font ça 24/7, des allers-retours entre des entrepôts, par exemple. Ça, typiquement, c'est deux applications qui sont intéressantes à surveiller et probablement que c'est propice pour l'électrification. Au niveau du transport réfrigéré et de tout ce qui est lourd, c'est soit adaptation requise ou un peu plus difficile ou carrément, euh, on pourrait même se prononcer jusqu'à dire impossible aujourd'hui. Le liquide en vrac, foresterie, c'est simplement trop lourd. Ça demande trop d'énergie pour les batteries des camions actuels. Donc, vous commencez à voir un peu notre message. Ça marche très, très bien, mais dans des routes qui sont ciblées, des applications qui sont ciblées, les camions électriques. Je vous parle rapidement de notre analyse financière. Aujourd'hui, on parle pendant 20-25 minutes, là, donc c'est sûr qu'on ne peut pas aller trop dans le détail, mais quelques points qu'on voulait vous mentionner quand même, c'est qu'un camion électrique, oui, c'est plus coûteux, une borne, c'est coûteux, mais en bout de ligne, avec les subventions, quand toutes les subventions sont appliquées et que le programme éco-camionnage est en vigueur, là, il y a un petit astérix là-dessus, le camion électrique et une borne appropriée de 50 kW revient à environ 75 000 de surcoût par rapport au camion diesel, incluant la borne, je le dis encore une fois. Donc, dans un scénario typique, un tracteur qui serait utilisé 8 ans, 40 000 km, qui est très conservateur, pourrait dégager des bénéfices sur 8 ans de 119 000 donc 25 moins coûteux quand on regarde le coût total d'opération, toutes les variables qui rentrent dans le calcul des coûts d'opération d'un camion. Le point de rentabilité, c'est 2,23 années ou 90 000 kilos là, environ. Et donc, comment on va rechercher le surcoût à l'achat? Ben, c'est en économie sur la maintenance, mais surtout sur l'énergie. On a mesuré dans la phase de démo que l'électricité coûtait entre 38 et 75 de moins que le diesel, dépendamment surtout de la puissance utilisée pour la recharge et du tarif qui est en vigueur dans la flotte. Ici, j'ai listé les paramètres, quelques paramètres, là, des paramètres qui rentrent dans notre calcul de calcul des coûts, en fait, totaux d'opération. Et on remet le 2,23 années qui sont nécessaires pour atteindre le point d'équivalence.
on a voulu aussi mettre l'emphase sur le fait que présentement, il n'y a pas de subvention éco-camionnage, qui est la subvention à l'achat des camions lourds électriques. Et donc, si on enlève seulement cette subvention-là, on tombe pas rentable, en fait. Le point d'équivalence arrive à 11 ans. Et nous, dans notre projet, on avait 20 participants, 60 camions. Il n'y a aucun camion qui était conservé au-delà de 10 ans. La majorité, c'est 8. On a vu du 6, on a vu du 10, parfois du 4, mais au-dessus de 10, malheureusement, non. C'est donc dire que la subvention aujourd'hui, elle est cruciale, c'est nécessaire, sinon c'est simplement pas une technologie qui est rentable. Donc, on ne pense pas que ça va percer dans les flottes s'il n'y a pas de retour de la subvention ou de baisse significative des prix, mais court terme. Là. Voilà. Ensuite, on parle de l'environnement. Je trouve que c'est pertinent de faire le parallèle entre l'environnement et les finances de façon rapprochée, là, parce que c'est le même principe. Tout le monde comprend que le camion coûte plus cher à l'achat, mais coûte moins cher à l'opération, mais pour le point de vue environnemental, c'est un peu la même chose. Le camion électrique est plus polluant d'environ 25 on l'a calculé nous-mêmes avec nos propres modèles, mais devient plus propre passé un certain point qu'on appelle le point d'équivalence. Donc, sur un camion électrique, en fait, tous les camions qu'on a modélisés dans le projet devenaient plus propres. Même ceux qui n'étaient pas rentables ou ceux qui auraient demandé une trop grosse batterie par rapport au marché devenaient propres. Un tracteur électrique, au total, c'est 7 fois moins polluant sur son cycle de vie complet et un porteur électrique, 5 fois moins polluant. On a vu de 81 tonnes de CO2 évitées sur 5 ans jusqu'à 603 tonnes de CO2 évitées sur 10 ans dans les modélisations du projet. Pour finir avec la phase 2, on vous donne ici notre shortlist, la petite liste courte avec les critères. Si vous respectez tous ces critères-là, vous pouvez presque aveuglément vous lancer dans le processus d'électrification. Ça va être un succès. S'il y a un, deux ou trois de ces facteurs-là qui ne sont pas respectés chez vous, pas de panique, c'est pas grave, mais il va probablement avoir des petites adaptations à faire. C'est plutôt l'inverse. Si vraiment vous avez tout ça, allez-y. Vous devez au minimum considérer l'électrification, entamer des discussions avec votre concessionnaire, etc. Ciblons 200 km par jour. C'est un point optimum pour respecter les capacités de batterie actuelles et avoir une bonne marge de confort et pouvoir opérer à l'année longue, été comme hiver. Et c'est aussi un point où est-ce qu'il y a beaucoup de kilométrage, donc ça va engendrer des bénéfices financiers qui vont être intéressants pour vous. Retour au dépôt pour la nuit, donc recharge à un seul endroit la nuit pour bénéficier de toute la nuit pour recharger tranquillement, c'est ça qui est le plus rentable. Boîte sèche, pas d'accessoires, pas de PTO, pas de réfrigération, idéalement, c'est plus facile. Un seul corps de travail pour les mêmes raisons. Transporter des charges légères, on parle de moins de 20 000 livres pour un tracteur classe 8. Et limiter les trajets à vitesse d'autoroute pour deux raisons. On surconsomme un peu par rapport à un scénario urbain. Et aussi, ben, vous allez simplement passer plus vite. La plage, l'état de charge, supposons que vous voulez décharger de 100% à 0%, mais vous roulez sur l'autoroute, ben, ça va peut-être arriver à une demi-journée. Et donc là, ben, on tourne en rond parce que ça prendrait 2 corps de travail et on a dit qu'idéalement, c'est un corps de travail, on utilise la nuit pour recharger. Voilà. Parlons maintenant des démonstrations. On va vous partager des expériences. On va vous montrer un peu chez qui on a mis des camions lourds électriques en service et comment ça s'est passé. Donc, on a eu 5 essais durant la phase 3. Donc, le premier essai s'est passé chez Internor. Donc, on a prêté un camion de type tracteur, Freightliner et Cascadia. Internor font du transport de type LTL. Donc, notre premier essai, on avait calculé des routes, on avait regardé qu'est-ce qui marcherait pas. Puis après ça, on a passé le camion Internor et ça a marché. Ça s'est super bien passé. Ils ont parcouru une distance jusqu'à 303 km en une journée avec le camion. Les routes étaient stables, des routes d'environ 185 km, donc on rentre dans les paramètres qu'on a parlé tantôt. Ça a été aussi un essai qui s'est passé en été. Mais il n'y a rien qui nous a comme surpris. Tout s'est bien passé, même qu'on a été étonné par les performances. Donc, super bonne première essai. Deuxième essai s'est passé chez Cascade avec un Peterbilt 579 EV. Donc, Cascade, il faisait du transport TL, donc du très lourd en route dédiée. C'est du transport pendulaire, donc entre deux entrepôts. Le but était de faire 2 corps de travail. Le problème qui est arrivé, c'est que pour des fins de logistique, on a dû mettre la borne à un troisième entrepôt, donc un lieu C. Donc, le camion, il faisait du pendule entre A et B, mais pour aller charger, il devait aller à C. Donc, durant les tests, il a été capable de faire son pendulaire, mais on n'était pas capable de justifier les 2 corps de travail avec l'arrêt au lieu C. Donc, ça a complexifié la rentabilité et ça a été le seul essai qui n'a pas été rentable d'un point de vue du TCO durant nos essais. Ensuite, notre troisième essai, on a été avec un camion porteur chez Smart Transport, un Lion 6.
Smart, c'est intéressant parce que c'était un feu jaune, mais quand on a présenté leur rapport de phase 2, ils étaient super intéressés. Puis quand on leur a montré le checklist, ils ont vu des possibilités, ils voyaient des routes qui pourraient assigner à un camion électrique. Ils ont changé un peu leur thinking. Puis on l'a essayé, puis c'était en hiver et ça a super bien fonctionné. Qu'avec l'assignation dynamique des routes, ils ont été capables de faire tout ce qu'ils voulaient faire avec le camion. Et aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que le camion bénéficiait d'un temps de recharge assez long pour qu'on descende la puissance de la borne. Puis la borne qu'on prêtait était une 50 kW, mais chez Smart, on a pu la baisser à 30 kW. Puis, ils n'ont pas eu aucun coup sur coup dû à la puissance. Donc, ils ont une super belle rentabilité également au point de vue des coûts énergétiques. Le quatrième essai, ça a été chez Sleeman avec un tracteur de la marque Kenworth. Donc, Simon, il faisait de la livraison de bière entre des dépanneurs, des épiceries en ville avec le camion. Une des particularités chez Siemens, c'est qu'il y avait 5 chauffeurs différents qui ont essayé le camion, tandis que les autres entreprises, c'est souvent un chauffeur qui était attitré pour les essais. Donc, ça nous a permis d'avoir le pouls un peu de plusieurs chauffeurs. Les chauffeurs étaient en général très contents, ils aimaient le fait, ils trouvaient que c'était plus silencieux, ils étaient moins fatigués dans le trafic. Donc, on a pu prendre ce pouls-là plus qualitatif. Également, un pouls qu'on a eu qu'on ne s'attendait pas durant Sleeman, c'est la vie des marchands. Donc, les dépanneurs, les commerces nous ont dit qu'ils ont adoré avoir un camion électrique qui venait, vu que c'est des livraisons tôt le matin. Ça réveillait pas les personnes qui habitaient autour de ces commerces-là en ville. Donc, il y avait moins de plaintes, puis c'était comme un bonus. Puis pour le dernier essai, c'était un 220 EV de la marque Peterbilt qu'on a prêté à Groupe Levas. Donc à Québec, on a voulu aller essayer un camion dans des dénivelés pour voir l'impact. Résultat, il n'y avait aucun impact majeur, ça s'est super bien passé. Également, Groupe Levas avait un haillon électrique sur le camion. Donc, on a pu tester, voir si ça impactait la capacité du camion, mais il y avait un impact mineur là, sur l'autonomie. Donc voilà nos 5 essais. Vous pourrez aller voir nos rapports d'essais qui sont très détaillés. On a aussi des capsules YouTube. On va vous indiquer comment aller chercher ça dans quelques diapos. Simplement vous dire ici, avec tout ça, on a été capable de calibrer donc notre algorithme de prévision qu'on avait utilisé, vous vous souvenez, dans la phase d'analyse, la phase 2. Et ce qu'on a pu dégager comme conclusion qui est intéressante pour des auditeurs comme vous, c'est de mettre en ordre les variables qui influencent la consommation, donc l'autonomie des camions électriques. La première qui influence la consommation, l'autonomie, c'est la masse. Ensuite, on a la température, la vitesse, et en dernier, le dénivelé. Donc, on va commencer avec la masse. Ici, ce qu'on veut vous mettre de l'avant, c'est que c'est vrai, c'est pas un mythe. Les camions lourds électriques sont définitivement plus pesants que les camions diesel. On les a mis nous-mêmes sur les pesées pour aller contre-vérifier les spécifications des manufacturiers. Puis dans un cas typique, un tracteur classe 8 va peser 1800 kg de plus qu'un tracteur diesel et un porteur à peu près 1500. Ce qui est intéressant par contre, c'est que le porteur, étant donné que sa capacité maximale est plus basse, bien, en proportion, il y a quand même un gros impact du surpoids de la motorisation électrique par rapport à diesel. C'est la batterie là, principalement qui cause ça. Ensuite, pour ce qui est de la température, on a une fluctuation, comme avec tout autre type de véhicule électrique, on a une fluctuation de la consommation, donc de l'autonomie durant l'année. On s'attendait à moins, je dirais, avant, dans le début du projet. Puis finalement, quand on a eu assez de camions qui ont roulé sur un an, on est arrivé avec ce graphique-ci, ce qu'on appelle, nous, à l'interne, le graphique rivière, où est-ce que chaque petit point bleu, c'est une journée qui a été roulée en camion électrique, soit par les camions du projet ou des camions des collaborateurs du projet qui nous ont prêté leurs données. Donc, on a des journées actives avec plus que 75 km, du vrai kilométrage avec du chargement, des vraies routes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de données de journées qui ont dépassé l'autonomie du fabricant. Donc, en moyenne, en été, on est capable d'aller chercher 103 de l'autonomie listée par le fabricant. Et ça arrive souvent là, qu'on dépasse, comme on voit dans le graphique. Par contre, en hiver, c'est vraiment réel. Il faut en tenir compte. Sur l'hiver, en moyenne, on a une perte de consommation, une perte d'autonomie de 34 pour tout l'hiver, pour tous les camions qui ont participé dans le projet, puis ceux desquels on a eu des données. Et des fois, ça a été plus, des fois, ça a été moins. Il y a beaucoup, beaucoup de bruit là-dedans, là, parce que toutes les autres variables sont croisées aussi avec celle-là. Ensuite, la vitesse, on a un point optimum, là, le meilleur scénario pour rouler des camions lourds électriques, c'est dans des conditions urbaines fluides, entre 40 et 50, 60, 70 km/h. Là, c'est là vraiment que ça performe le mieux. C'est là qu'on a le plus d'autonomie. En ville, on surconsomme quand même là, par rapport aux conditions idéales et sur l'autoroute aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas électrifier, mais vraiment, si vous cherchez des conditions idéales pour faire un premier projet pilote, vos premières routes électriques,
L'idéal, ça serait des routes où il y a quand même une certaine fluidité ou encore être en dehors des heures de trafic si possible pour maximiser vraiment l'autonomie du camion. Et finalement, le dénivelé, c'est moins important, comme on a déjà mentionné. On a mesuré environ 4 à 5 entre Québec, qui est plus côteux, et Montréal, qui est un peu plus plat, pour des camions porteurs, et 3 à 8 pour des camions tracteurs. On parle de perte d'autonomie ici. Ensuite, pour la recharge que vous voyez ici, c'est une semaine typique là, pour durant nos 5 essais. Donc, bon, en jaune, vous voyez le temps d'arrêt au dépôt du camion. En bleu poudre, le temps de conduite. En bleu foncé, un arrêt chez un client. Et en vert, le temps de recharge. Ce qu'on a remarqué, c'est que la durée moyenne pour recharger les camions durant les essais était d'environ 4 heures. Et la plus longue recharge qu'on a eue durant tous nos essais a duré 7 heures. Ça, c'est avec une borne de 50 kW. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'une borne de 50 kW suffit amplement pour des camions qui roulent juste un chiffre et qui dorment au dépôt la nuit. Ça permet également de ne pas acheter une borne trop chère pour rien et d'éviter des malus dus à un pic de puissance là, parce qu'on utilise une borne qui nous permet de nous recharger en 2 heures, mais quand même arrêter 5 heures après. Donc, on porte beaucoup d'importance là, sur bien cibler la bonne borne pour vos utilisations. Ensuite, comme j'ai dit un peu tantôt, on a pris des petits sondages pour chacun de nos chauffeurs. Donc, à la fin de la journée, ils remplissaient un sondage d'appréciation. Ce qu'on a vu, c'est une belle progression. Les premières journées, souvent, ils étaient un peu craintifs. Souvent, ils mettaient une note de 7. Puis en moyenne, ce qu'on voyait, c'est plus ils utilisaient le camion, plus ils l'aimaient, puis plus on avait des commentaires positifs. Donc, plus que de 93% des réponses là, des sondages ont été en haut de 8 sur 10. Donc, les chauffeurs en moyenne appréciaient beaucoup les camions électriques. Également, on voulait mettre une petite note. Là, on a vu l'importance de l'éco-conduite. La conduite du chauffeur pouvait jouer jusqu'à 30% là, de la consommation du véhicule. Donc, on voulait juste faire un rappel aux gestionnaires de flotte. C'est vraiment important encore plus avec l'autonomie des camions électriques de bien discipliner nos chauffeurs là, sur l'éco-conduite. Puis, pour finir, ben, je voulais aussi vous inciter à venir voir nos rapports là, de phase 2 et de phase 3 sur notre site web, donc flotterechargeable.ca. Donc, tous les rapports sont disponibles en PDF avec beaucoup plus de détails que ce qu'on a pu vous donner aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous créer de mot de passe, c'est facile d'accès. Et également, on a fait des petites capsules là, avec nos participants pour la phase 3. Donc, je vous invite à aller les consulter si vous voulez plus de détails. En conclusion, donc, les camions électriques, vous avez vu, les bénéfices sont tangibles, sont vraiment réels, tant au niveau financier qu'opérationnel, qu'environnemental, mais il s'agit de cibler les bonnes routes. Donc, c'est une technologie qui est viable, qui a définitivement sa place maintenant, qui va continuer à en avoir une de façon croissante, mais l'enjeu, c'est de cibler les bonnes applications. Cibler les bonnes applications aussi pour lancer chez vous un projet pilote, on pense, c'est notre conclusion qu'on donne depuis le début du projet, là, mais c'est vraiment la meilleure manière de se familiariser avec la technologie. Les 5 flottes auxquelles on a prêté des camions, pour eux, ça a été vraiment là, une mine d'or, là, ce projet-là. Ils ont vraiment été capables d'aller chercher toute l'expérience qu'ils avaient besoin pour être capables de prendre une décision d'achat par la suite. Puis donc, ben, on vous conseillerait, là, les flottes qui sont parmi vous, de commencer à réfléchir aussi à déployer les premières unités chez vous. Ce qui arrive dans les prochaines étapes pour nous, le projet se termine en décembre de cette année, là, donc il reste 2 mois. On fait la clôture officielle du projet au Salon du Camion lourd de Québec le 15 et 16 novembre. Si vous êtes dans les parages, venez nous dire un petit bonjour. Là, on va avoir un kiosque, on donne une conférence technique aussi qui ressemble à celle d'aujourd'hui, mais avec un peu plus de détails, un peu plus de durée. Et on va lancer notre rapport synthèse qui va être disponible en version papier sur place, mais en version PDF aussi en ligne, évidemment, sur notre site web. Sinon, ben, contactez l'IVI pour des projets pilotes comme celui qu'on a discuté, des projets d'expérimentation, démonstration, des tests de technologie zéro émission, mais aussi pour tout le volet génie électrique, génie mécanique, génie logiciel, donc le développement de technologies, de véhicules, de logiciels, de bornes, d'accessoires, des prototypes, de l'intelligence véhiculaire, la perception par caméra ou toute autre vraiment innovation dans le domaine du transport, que ce soit routier, hors route, lourd, léger. J'ai mis ici une photo de notre nouveau dynamomètre lourd là, qui est disponible pour l'industrie au Québec ou même à l'étranger pour faire toutes sortes de tests sur toutes sortes de camions lourds. Donc, n'hésitez pas à nous parler de vos projets moyens ou même long terme. Je termine en disant aussi que c'est possible de consulter gratuitement l'IVI grâce encore là, à Équiterre et Roulant électrique qui nous ont prépayé en fait une petite banque d'heures pour répondre à des demandes ponctuelles de l'industrie. Quand il n'y a pas nécessairement un mandat de recherche ou d'ingénierie à faire avec nous, mais que vous êtes un peu coincé, vous posez des questions, puis ce que vous auriez besoin, c'est une jasette de 30 minutes, 1 heure. On est là pour ça. Donc, profitez-en. Nos coordonnées sont à l'écran.
Je me dois aussi de faire un petit message par rapport au nouveau site de la campagne Roulant électrique. À moins que Jade veuille rentrer puis revenir faire ce message-là, mais on a contribué, nous, sur le plan technique, là, à la rédaction de ce contenu-là. Donc, sur le site web de Roulant électrique, maintenant, vous avez un catalogue de véhicules commerciaux et tous les véhicules qui sont disponibles dans tous les segments de marché. Vous avez de l'information pour les subventions, vous avez de l'information par rapport à des projets, des réalisations qui ont lieu au Québec. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez voir ce site-là. Vous allez pouvoir vous informer sur le processus d'électrification d'un parc de véhicules. Voici le catalogue de véhicules spécialisés. Et voilà. Avez-vous des questions? J'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur les assurances, là. Je commencerai tout de suite par ça parce à comme occuper mon œil. Je sais pas si tant qu'on est passé vite tantôt, effectivement, on n'a pas compté les assurances dans notre calcul financier pour la simple raison que c'est trop variable puis il n'y a pas encore assez de données. On a parlé à plusieurs flottes pendant le projet, puis il y en a que ça change absolument rien et il y en a que c'est un deal breaker. C'est une donnée en ce moment qui est très, très, très variable, dépendamment de la grosseur de la flotte, son deal avec ses assurances et de plein d'autres variables qui dépendent de votre contrat d'assurance. C'était tellement Euh, variable, on n'aurait juste pas pu prendre une hypothèse qui aurait marché pour tout le monde. On se serait fait tout le temps accuser que ça marche pas dans leur scénario. Donc, on l'a écarté, ça. C'est à considérer, effectivement. Dans certains ouais. cas, les assurances coûtent beaucoup plus C'est cher. ça. On a parlé beaucoup avec l'industrie, puis c'est comme je dis, c'est la réponse d'une personne à l'autre est complètement différente. Donc, il faut faire l'exercice, puis il faut l'évaluer au moment de l'achat. Parce qu'effectivement, c'est un point important. Je sais pas s'il y a autre chose que tu vois dans Je les... regarde ça. Oui, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver dans le chat d'Antoine Bernier qui demande est-ce que des entreprises ont fait l'achat de camions suite aux essais à votre connaissance? Et est-ce qu'il y a eu d'autres barrières une fois la rentabilité prouvée? Oui, je peux répondre à cette question-là. En fait, je suis passé vite parce que je voyais le temps qui s'écoulait, mais Smart Transport a acheté un Lion directement à la suite de leurs essais. Il y en a d'autres qui sont en discussion. Là, c'est sûr qu'avec Éco-Camionnage, en ce moment, ça le ralentit certaines discussions. Mais oui, on a eu Smart Transport qui a acheté un camion directement après. Il roule et à ce qu'on entend, là, j'avais parlé il n'y a pas si longtemps, ça va bien. Donc, ouais. C'est la retombée qu'on a eue directement suite à nos essais. Il y a une deuxième question qui est là. Est-ce que ce serait réaliste d'utiliser une partie du cargo pour transporter une batterie amovible pour faire plus de corps de travail avec le même camion? Ben, théoriquement, oui. Maintenant, en pratique, tu sais, la majorité des modèles de camions ont des choix de taille de batterie. Donc, le même principe est déjà un peu appliqué chez le fabricant. Par exemple, on achète un camion Volvo, ben, on a différents choix de batterie. On achète un camion Lyon, c'est la même chose. Donc, c'est un peu la même idée d'avoir comme des choix de batterie qui vont laisser plus ou moins de marge pour le cargo. Mais c'est à garder en tête que si on rajoute une batterie amovible, ben, on mange encore dans la marge cargo. Puis il y a des applications qui sont très légères, là, parce que le camion il est rempli en volume. Tu sais, il est à pleine capacité en termes de volume dans la remorque, mais il n'est pas à pleine capacité en termes de chargement. Ça, c'est bon, c'est parfait. Oui, on pourrait rajouter de la batterie, mais pour beaucoup d'autres applications, c'est vraiment nécessaire de laisser le plus de marge possible au niveau du payload, d'avoir vraiment le plus de cargo possible en termes de kilogrammes. Puis déjà, la pénalité, dans certaines applications, la pénalité de poids là, du camion électrique fait quand même mal dans certaines applications. Donc, ben, je vous inviterai à voir quand même les différentes options de batterie là, qui viennent répondre un peu à cette question-là. Là. Ça existe déjà un peu. Et super, merci beaucoup. Mais on va juste prendre une petite dernière question. Bah, ça va être la mienne en fait. En fait, dans la slide qui parlait des commentaires des chauffeurs, il y avait comme une personne qui avait dit, qui avait noté 1/10, puis une autre personne 5/10. En fait, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a cet écart-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je peux l'expliquer. En fait, le 5 sur 10, c'était la journée de la tempête, donc le 4 avril, si je me souviens bien. On a eu une grosse tempête de neige pendant que Siemens faisait leurs essais. Donc, bon, le chauffeur a trouvé la journée plus difficile, disons. La tempête de neige, ça a agi une grosse perte sur l'autonomie et la capacité du camion. Donc, malheureusement, ça arrive quelques jours dans l'année, c'est rare. Mais cette journée-là, c'est pour ça qu'il a donné cette note-là. Le 1 sur 10, c'est ce qu'on appelait un détracteur. C'est quelqu'un qui est arrivé en disant à son employeur qu'il n'aimait pas les camions électriques. Il est rentré dans le camion électrique quand la journée qu'on a passée, il a dit, j'aime pas les camions électriques, je veux rien savoir.
Il l'a conduit un petit peu, disons qu'il avait le pied lourd. Il a consommé 30% de plus que son l'autre chauffeur qu'on disait le camion la veille pour une route très équivalente, disons. Puis il est sorti en disant qu'il n'aimait pas les camions électriques. Donc, on va voir des personnes qui sont, disons, réticents au passage vers l'électrification. C'est pour ça aussi là, on met beaucoup de poids sur la formation des chauffeurs. Je pense que les flottes aussi, ils en connaissent. Des fois, quand je disais ça à certains gestionnaires, ils disaient, ouais, j'en ai un ou j'en ai deux. Mais bon, faut faire avec, faut les former, faut voir. De toute façon, on ne parle pas non plus d'électrifier nécessairement toute votre flotte. Peut-être que vous allez choisir certains chauffeurs. Donc, malheureusement, c'est un comportement humain. Ça va au-delà de la technologie. Ben, merci beaucoup pour l'explication. Puis en fait, ça répond un peu à la question de Stéphane Joseph qui demandait, croyez-vous que le comportement des chauffeurs va avoir une influence significative pour l'autonomie? Donc, il pensait en particulier à la régénération par freinage. Puis là, ça répond un peu à la question avec la personne qui était plus détracteur. On a un peu dépassé, donc on va clôturer. Je vais juste terminer pour vous dire que vous allez en fait recevoir un sondage post-activité ainsi que le lien YouTube du webinaire si vous voulez le revoir par courriel demain matin et que vos retours en fait sont très importants. Ça permet de nous aider à guider nos réflexions, donc nous vous invitons à remplir. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez écrire l'IVI ou nous écrire à info@roulantelectrique.ca. Puis il y a toujours notre site internet si vous voulez en savoir plus sur les véhicules électriques ou si vous voulez avoir en fait des activités similaires sur le sujet.